Salut chers investisseurs, bienvenue dans cette vidéo où on fait le point sur les nouveautés dans l'immobilier en 2020. On va parler un petit peu du projet de loi de finances, mais au-delà de ça même, quelles sont les nouveautés dans l'immobilier? Autrement dit, qu'est-ce qui va te coûter plus cher cette année? C'est parti. Alors le premier point, c'est pas un point qui va te coûter plus cher, c'est un point qui va te faire gagner de l'argent, potentiellement en tout cas, c'est la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Si tu fais de la location, ça va avantager ton locataire puisque ça lui fera une dépense de moins, ça fera un élément de moins à gérer parce que cette histoire de taxe d'habitation est assez ennuyeuse pour tout le monde. Concrètement, quand tu es propriétaire, tu dois fournir les informations sur tes locataires au service des impôts. Et si ça change, effectivement, il faut les prévenir, etc. C'est de la paperasse, c'est tout ça qui va du coup disparaître pour 80% des personnes. Donc c'est une bonne nouvelle avant évidemment la disparition complète progressive qui là s'assurera qu'il n'y aura plus aucune démarche administrative à ce sujet. Donc voilà, 80% des ménages ne paieront plus de taxes d'habitation. Évidemment derrière, comme rien ne se perd, rien ne se crée, les taxes foncières vont être réévaluées sur les prochaines années. Je crois que c'est en 2026 qu'il est prévu que tous les modes de calcul soient réévalués. Donc chers propriétaires, ça va être pour nous. Alors, autre élément qui pouvait être intéressant quand on est investisseur, c'est la loi Pinel. Tu sais, cette loi qui te permet d'économiser des impôts sous certaines conditions, avec des conditions de plafond, des conditions de durée, etc. Il y a plein de critères, mais elle permettait d'économiser des impôts. Et un mode d'investissement qui était particulièrement intéressant avec le Pinel, d'ailleurs le seul, je t'invite à voir la vidéo sur le Pinel qu'on a fait sur la chaîne il y a quelques temps. Le seul mode qui était intéressant, c'est lorsque tu faisais construire toi-même une maison que tu louais sous la loi Pinel. Or là, le dispositif a été restreint et désormais le dispositif n'est qu'applicable aux appartements. Alors autant dire que pour construire toi-même un appartement tout seul, ça va être compliqué. Donc voilà, pour moi, en tant qu'investisseur, ce dispositif vient de perdre toute son utilité. Parce qu'il est tout simplement impossible de louer une opération Pinel via un achat d'un appartement neuf. Et donc, dans ces cas-là, vu que ce n'est pas rentable, ce n'est pas un investissement. Alors ça peut permettre d'économiser des impôts si tu payes plus de 5 ou 10 000 euros d'impôts, mais voilà, ça ne va pas te faire gagner d'argent. Autre dispositif qui a, lui, du potentiel encore, c'est la loi de Normandie dont tu as peut-être déjà entendu parler. Elle peut te permettre d'économiser jusqu'à 21% d'impôts si tu loues sur 12 ans. Alors il y a des critères, tu peux louer moins et tu économiseras moins. Et il y a un plafond de 25% des dépenses effectuées. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais tu peux économiser plusieurs dizaines de milliers d'euros avec ce dispositif si tu l'utilises à fond. Donc jusqu'à présent, il était limité à certains centres-villes. Il y avait une liste qui était définie et désormais ce dispositif a été étendu à la ville entière, aux villes concernées en question. Donc ce n'est plus le centre, c'est la ville entière. Donc ça permet de l'assouplir un petit peu et donc potentiellement peut-être qu'il y aura des opportunités avec ce dispositif. Donc pour te donner des éléments de repère, ce type de dispositif est intéressant en fait quand tu vas dans des zones où l'immobilier est pas très cher, où les loyers de toute façon tu ne peux pas les mettre très haut puisque les personnes qui vivent là ont des moyens modestes, donc tu vas pas t'amuser à faire une super rénovation très chère que tu vas louer très cher puisqu'il n'y aura pas de clients. Donc tu vas faire une rénovation simple, tu vas avoir une économie d'impôt, tu vas être dans les plafonds de loyer qui sont définis par la loi et avec l'économie d'impôt en gros tu vas t'y retrouver à peu près. C'est ça l'idée de ce genre de dispositif et c'est d'après mon analyse les seules conditions dans lesquelles cela peut fonctionner. Donc c'est pas mal parce que les centres-villes des villes qui étaient définies, même si elles ont été définies, ils ont été définis parce que ces villes étaient plutôt en déperdition, en perte de vitesse, le fait de l'étendre à la ville entière va permettre à des investisseurs d'investir peut-être en périphérie de ces villes-là, là où peut-être l'immobilier est encore moins cher, et d'arriver peut-être à tirer une rentabilité et donc à trouver un intérêt à cette fameuse loi de Normandie. Autre aspect qui lui est maintenant acté, alors tu l'as peut-être vu si tu fais déjà par exemple de la location meublée, que tu es sous le régime LMNP, si tu as un comptable, tu as normalement déjà envoyé tous les éléments ou eu une discussion avec ton comptable là sur le mois de janvier, c'est généralement là que ça se passe. Et il a dû t'informer que ça y est, c'était confirmé, que désormais là, à partir de cette année-là,
la fin du régime LMNP en tout cas dans son fonctionnement précédent, c'est-à-dire la suppression du troisième critère, l'inscription au registre qui était obligatoire pour passer LMP. Donc maintenant, il n'y reste plus que les deux critères, à savoir que tu fasses plus de 23 000 € de loyer, hein, c'est loyer, c'est pas bénéfice, donc 23 000 € de loyer dans l'année, et que cela représente plus de la moitié de tes revenus, donc c'est le revenu du travail. Hein. Donc si tu gagnes 40 000 € et que tu loues pour 25 000 € d'immobilier meublé, et bien là tu tombes dans le régime LMP de manière automatique. Hein. Ce n'est plus une décision de ta part, donc ça y est, c'est acté. Donc ça a beaucoup de conséquences notamment sur les plus-values où en fait pour être exonéré de plus-value dans le cadre du régime LMP, ce qui est une des possibilités au bout de 5 ans, eh bien le compteur vient tout juste d'être remis à zéro. Hein, c'est mis à zéro aujourd'hui, c'est-à-dire en 2020. Donc voilà, ça fait partie des nouveautés. Et ça a beaucoup, si tu as suivi ce sujet, ou peut-être que ça ne te parle pas, mais en tout cas ça a beaucoup fait couler d'encre sur l'année dernière, et en tout cas depuis que ce sujet est dans les tuyaux, parce qu'entre le moment où c'est annoncé, le moment où il y a un premier pas qui est fait, le moment où un deuxième pas qui est fait, et aujourd'hui, on va considérer que le tampon a été posé et que ça y est, c'est fait et c'est acté, et on sait à partir de quand c'est actif. Eh bien, ça a beaucoup perturbé les investisseurs parce que le régime LMNP, c'est-à-dire le fait de détenir en nom propre un bien et de le louer meublé, possédait beaucoup d'avantages fiscaux. C'était vraiment une niche à part entière dont voilà, on a beaucoup profité pendant des années. Là, elle est très réduite. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, ce régime est utile, il est toujours utile quand on démarre dans l'immobilier pour faire un ou deux biens, une ou deux opérations, une ou deux maisons. Encore une fois, ça dépend des loyers pratiqués, mais 23 000 €, en gros, ça te permet de faire un appartement ou deux, ou alors une petite maison, voilà, ça dépend un petit peu des prix pratiqués. Mais ce que ça veut dire concrètement aussi, c'est qu'après, derrière, il faut trouver une autre stratégie. Il faut trouver une stratégie qui permette de continuer à investir en limitant la pression fiscale, parce que en fait, tout ça, tout cet angle, toute cette énergie, d'où elle vient du fait que si tu es fiscalisé à hauteur de tes loyers, au moment où tu investis, en fait, tu n'es pas rentable et en fait, c'est ça qui nous étouffe. C'est ça le fond du problème. Donc, que font les investisseurs? Voilà, ils trouvent des solutions en créant du déficit avec le régime LMNP. Ou alors, maintenant, beaucoup de personnes s'orientent vers des solutions avec une société civile à l'impôt sur les sociétés, hein, société civile à l'IS, qui, elle, a un fonctionnement très similaire au régime LMNP. Sauf que là, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de limite. Et surtout, c'est extrêmement stable comme régime. Donc, si ça t'intéresse, regarde sur la chaîne, il y a des vidéos sur la SCI, la comparaison avec le LMNP, voilà, il y a des éléments que tu peux retrouver sur la chaîne. Et je mettrai en description le lien vers une conférence en ligne que l'on organise pour te parler un petit peu plus de la SCI, si cela t'intéresse. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, et voilà, où on accompagne les personnes qui veulent maîtriser et comprendre la SCI. C'est un outil hyper puissant au sein de son patrimoine. Voilà, alors pourquoi la SCI, pourquoi ne pas profiter du régime LMP comme on le voit parfois? Le régime LMP, il a un problème fondamental, c'est les cotisations sociales. Encore une fois, hein, on les appelle comme on veut, on donne le nom qu'on veut, mais en gros, c'est les impôts. C'est les impôts que cela génère, puisque tu peux te retrouver, ça devient une activité dite professionnelle, hein, LMP professionnelle, et donc... pour faire simple, je caricature un petit peu, mais en gros, l'État considère que dès que c'est professionnel, ils doivent taxer à peu près 50% de ce que tu gagnes. Hein, voilà, donc tu te retrouves avec des cotisations SSI, hein, Sécurité sociale des indépendants. Même si tu payes ta sécurité sociale en tant que salarié, c'est pas grave, on va te faire payer une deuxième fois, et tu vas payer à peu près 50%. Voilà, c'est pas tout à fait ça, un peu moins, mais l'idée elle est là. Et donc l'idée c'est que en gros tes prospectives de cash flow elles s'envolent avec ça, et c'est ça le problème. Et malgré, alors on a étudié le truc dans tous les sens, hein, malgré le fait de peut-être refaire des investissements, peut-être voilà, chercher des moyens de créer du déficit dans le cas du LMP, en fait c'est assez compliqué et c'est assez risqué, parce que si tu te rates sur une année parce que tu ne trouves pas de bien, parce que tu n'obtiens pas ton financement, parce que pour aussi une raison X ou Y, tu passes à la case SSI et ça peut faire assez mal. Voilà, donc voilà en synthèse l'idée. Alors on poursuivra la discussion, il y aura peut-être des solutions qui émergeront à nouveau là-dessus, mais si tu veux pas te prendre la tête, tu veux un truc stable, qui n'a pas changé, qui ne change pas chaque année,
tu prends la SCI LIS, ça au moins c'est puissant. Enfin, en tout cas, moi, c'est la solution que j'ai retenue depuis des années maintenant. Ça va faire 5 ans que je suis dans ce régime, avec ma holding, avec tout ce qu'il faut derrière. C'est hyper stable. C'est l'avantage. Quand on investit, on veut surtout de la stabilité. On ne veut pas un truc qui va marcher pendant quelques temps et qui va être après défait. Voilà, malheureusement. Voilà. En tout cas, voilà. Ce basculement est maintenant acté en 2020. Tu ne peux plus ignorer, tu ne peux plus espérer que peut-être c'était juste un coup d'épée dans l'eau. C'est fini. Autre nouveauté en 2020, je t'invite à revoir une précédente vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines sur la chaîne aussi, sur cette recommandation, peut-être même ce petit coup de pression du Haut Comité à la stabilité financière qui demande aux banques de limiter l'endettement des ménages avec certains critères. Donc il demande à ne pas aller au-delà de 25 ans pour les durées d'emprunt. Bon, ça va pas trop nous embêter parce que 25 ans c'est déjà très bien. Mais surtout, il demande d'appliquer plus strictement le critère des 33% d'endettement. Et donc voilà, ils estiment que les ménages sont trop endettés, ils prennent trop de risques et que voilà, ça a des risques potentiels pour la stabilité du système bancaire. Donc c'est peut-être le point sur lequel on va voir comment les choses se déroulent sur les premiers mois de l'année 2020. Voir si les banques appliquent vraiment cela, comment elles l'appliquent, voilà, dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il faut apporter maintenant pour s'adapter. Voilà, en l'occurrence, encore une fois, plus tu seras professionnel, plus tu seras formé, plus tu comprendras ce qui se passe, plus tu pourras continuer à développer ton patrimoine malgré tout, malgré ces changements qui arrivent dans la facilité d'octroi des prêts immobiliers. Voilà, ça fait partie des grands changements là sur l'année 2020. Donc tout ça, on va prendre tout ça, on va mettre tout ça dans un panier, on va secouer et on va voir ce qu'il en sort, qu'est-ce que ça va permettre de faire pour les investisseurs. Donc voilà pour les nouveautés 2020. Donc il y a des choses qui sont dans le projet de loi de finances, il y a des choses qui sont annexes au projet de loi de finances, mais en tout cas voilà, tout ça va constituer le contexte d'investissement pour cette nouvelle année. Dis-moi ce que tu en penses. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour l'algorithme YouTube, il aime bien ça. Et je te retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos. À plus tard.